Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. L'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi avait défrayé la chronique mondiale. Quelques années après, la suite judiciaire de cette affaire semble être sacrifiée sur l'autel de la realpolitik. La nouvelle de son assassinat avait été diffusée dans le monde entier via les chaînes pro-gouvernementales turques, et la Turquie exigeait que justice soit faite car, je cite, « on le doit à sa famille ». Dans l'affaire où 26 accusés sont jugés par contumace du meurtre au consulat général d'Arabie Saoudite à Istanbul, du chroniqueur du Washington Post, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le parquet a requis jeudi dernier que le procès soit transféré aux autorités judiciaires saoudiennes. Le tribunal a décidé d'écrire une lettre au ministère de la Justice pour qu'il donne son avis sur ce transfert. Dans la foulée, le ministre de la Justice, Bekir Bozdagh, a immédiatement donné un avis positif. Khashoggi, qui avait critiqué le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avec ses chroniques dans le Washington Post, a été vu pour la dernière fois entrant au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre 2018. Les bandes sonores de son assassinat avaient fait surface, largement diffusées par les médias pro-AKP. Mais avec la nouvelle politique de réconciliation avec les voisins régionaux, ce transfert du dossier de Jamal Khashoggi semble faire partie des gages de bonne volonté entre Erdogan et le prince Salman. Le corps du journaliste n'a toujours pas pu être retrouvé. Rushan Çakır est revenu sur cet épisode judiciaire. Jamal Khashoggi a été assassiné le 2 octobre 2018 au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. On peut même parler de massacre. Il y a eu un retentissement mondial de ce meurtre. Et ça a occupé les débats en Turquie, sachant que le pouvoir a porté haut et fort ce thème. Mais aujourd'hui, il y a une évolution majeure du procès. Le procureur a requis que le procès s'arrête et que le dossier soit transféré à la justice saoudienne. Le tribunal a donc décidé de demander l'avis du ministère de la Justice et a reporté le procès. Il y a 26 suspects et un procès qui s'est conclu en Arabie Saoudite, et je vais revenir là-dessus. Il y a aussi un procès en Turquie et il semble que ce procès va être enterré. Évidemment, cela peut provoquer de la surprise, mais à titre personnel, je ne suis pas très surpris et je vais vous expliquer pourquoi. Youssouf Al-Sharif, c'est un journaliste du Golfe, un ami de longue date, qui a aussi travaillé longtemps en Turquie. Nous avions réalisé une émission le 23 mars, et je lui avais posé cette question. Je lui avais demandé, le président Erdogan devait se rendre en Arabie Saoudite. S'il le fait, va-t-il aussi rencontrer le prince héritier Ben Salman? Et si oui, quand? Comment est-ce que cela va se passer? Regardons donc sa réponse avant de revenir au procès. Celui qui veut aller en Arabie Saoudite doit rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'alternative à ce scénario. En fait, aucun officiel ne peut venir à Riyad et se contenter de visiter uniquement le roi Salman, surtout dans la situation actuelle. Donc oui, une visite est attendue. Monsieur Erdogan veut aller en Arabie Saoudite. Cette visite, elle est prévue. Mais il y a un petit obstacle, à savoir l'affaire Khashoggi. Comme vous le savez, il y a eu un procès en Arabie Saoudite qui s'est conclu. Et donc l'affaire est close. Mais en Turquie, il y a un procès qui continue. Et ça provoque un petit malaise en Arabie Saoudite. Donc je pense que l'unique obstacle est cette affaire. Alors, dès que le tribunal d'Istanbul dira « D'accord, nous reconnaissons le tribunal saoudien et on clôt cette affaire », je pense que cette visite sera plus probable. Et je ne sais pas, mais peut-être que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a fait que les deux pays ont plus d'intérêt à se rapprocher. Mais d'après ce que je sais, le seul obstacle à la venue d'Erdogan en Arabie Saoudite est cette affaire. On s'attend donc que le ministère de la Justice fasse un pas. Lorsqu'Erdogan ira à Riyad, la condition sine qua non est qu'il rencontre le prince Ben Salman, qu'il se serre la main. Si une nouvelle page doit s'écrire, je pense que cela doit être fait. Alors, je ne sais pas ce qu'Ankara dira, s'ils seront d'accord ou pas, mais d'après ce que je comprends, il existe un terrain d'entente. Oui, un terrain d'entente, ça existe. Alors donc, Youssouf Al-Sharif a dit « il existe un terrain d'entente » et a priori, il avait raison. J'en profite au passage pour souligner que les journalistes ne sont pas censés tout savoir, mais sont censés connaître ceux qui savent.
Et Youssouf est quelqu'un qui connaît ces sujets. On peut sentir qu'il était au courant de certaines choses. Le fait qu'il parle d'un terrain d'entente, qu'il mentionne le ministère de la Justice, tout ça est quand même assez significatif. Et donc, que s'est-il passé? Le procureur a demandé au tribunal, le tribunal a demandé au ministère de la Justice, et a priori, le dossier va donc être enterré. J'espère que non, mais a priori, c'est ce qui va arriver. Alors oui, on vit en Turquie et on est au courant de l'état des tribunaux. On sait bien à quel point la Turquie s'est éloignée d'un état de droit. Et que dans le cadre d'un procès aussi important, qui a été personnellement porté par le président et chef de l'AKP Erdogan, il est impensable qu'un procureur prenne tout seul l'initiative de dire « Bon, en fait, ce procès semble trop compliqué, mieux vaudrait le transférer en Arabie Saoudite. » Vraisemblablement, il existe une chaîne qui va de haut en bas et qui remonte vers le haut, puis une décision qui est prise en haut et qui est transmise en bas pour qu'elle soit appliquée. Et ce dossier sera sûrement enterré. J'espère me tromper, j'espère que ce procès aura lieu et que la Turquie continuera dans son obstination légitime dont elle a fait preuve au début. Mais revenons un peu au fait. De quoi s'agissait-il? Khashoggi, un journaliste saoudien connu dans le monde entier, un chroniqueur régulier au Washington Post qui vit en Turquie et qui s'est fiancé avec une journaliste turque, Hatice Cengiz. Mais pour se marier, il doit d'abord divorcer de son épouse en Arabie Saoudite et récupérer ses documents du consulat saoudien à Istanbul. Il part donc le 2 octobre 2018 au consulat général et sa fiancée l'attend dehors. Avant de rentrer, il lui dit « Si tu n'as pas de nouvelles de moi, préviens l'adjoint au président de l'AKP, Yasin Aktay. » Donc on voit bien qu'il avait des réticences à rentrer dans le bâtiment du consulat. Et a posteriori, on voit qu'il avait raison d'avoir ces réticences. Une fois qu'il entre, une équipe venue spécialement d'Arabie Saoudite lui fait subir un interrogatoire et l'assassine. Ils font disparaître son corps en confiant la tâche à un citoyen turc qui se débrouille pour le faire disparaître d'une manière ou d'une autre. La Turquie a voulu perquisitionner, mais elle s'est d'abord heurtée au refus saoudien. Ce n'est qu'après un certain temps que les autorités saoudiennes ont accepté. L'administration Trump aussi a été impliquée dans la procédure. Les journaux du monde entier, à commencer par le Washington Post, se sont mobilisés, tout comme les ONG et diverses associations de droits humains. Et donc cette affaire a été largement débattue. Il a été dit que l'Arabie Saoudite et surtout le prince Mohammed Ben Salman a été le commanditaire et qu'il avait même donné personnellement l'ordre de cet assassinat. Il a reconnu sa responsabilité partiellement, mais a dit qu'il n'était pas au courant. Il y a eu donc un procès qui s'est déroulé en Arabie Saoudite. Et à l'issue du procès, des gens ont été condamnés à mort. Donc là, quand je regarde, je vois que 5 personnes ont été condamnées à mort et 3 personnes ont reçu 24 ans de prison au total. Et alors, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères turc, Hami Aksoy, à ce moment-là, a commenté la décision du tribunal saoudien. Il a déclaré le 23 décembre 2019 « Ce verdict est loin de correspondre aux attentes de la communauté internationale et de notre pays en matière de justice et d'élucidation sous tous ces aspects de cet assassinat. » Donc ça, c'est une déclaration officielle. Après cette déclaration, le fils de Jamal Khashoggi a déclaré que sa famille avait finalement pardonné les assassins de son père. Et donc, les condamnations à mort ont été commuées à de la prison. Donc le procès en Arabie Saoudite, ça ressemble à ça ressemble plutôt à une tentative d'enterrement de cette affaire. Et là, que dit la Turquie? Le procureur dit, bon, eh bien, on n'arrive pas à juger cette affaire, transférons ce dossier en Arabie Saoudite. Et comme le disait Youssouf tout à l'heure, les Saoudiens disent, eh bien, c'est bon, on a déjà jugé cette affaire, ce n'est pas la peine que vous continuiez dans cette direction. Et cet argument est utilisé comme monnaie d'échange dans les négociations diplomatiques. Ce que disait Youssouf est donc en train de se réaliser, la Turquie va enterrer le dossier en se basant sur le procès factice saoudien. La Turquie continue de jouer les médiateurs entre la Russie et l'Ukraine, et même si les résultats tangibles n'apparaissent pas pour la paix, le gagnant est sans doute... Après une réunion qui a duré 4 heures des délégations ukrainiennes et russes au bureau présidentiel de Dolmabahce mardi dernier, les deux parties ont publié des déclarations prudentes. La délégation ukrainienne a noté que les pourparlers étaient constructifs et qu'ils avaient ouvert la voie à des réunions au niveau présidentiel. Medinsky, le chef de la délégation russe, a également déclaré que les pourparlers étaient significatifs
et a noté qu'il transmettrait les propositions de la partie ukrainienne à Poutine. Le ministre des Affaires étrangères turc Mevlut Çavuşoğlu a souligné que la tenue des pourparlers à Istanbul était une indication de la confiance des parties en la Turquie et a déclaré qu'il s'agissait du progrès le plus significatif depuis le début des négociations pour mettre fin à la guerre. Il a dit « Le pays qui a fait le plus d'efforts à cet égard est la Turquie. Le résultat le plus significatif a été obtenu à Istanbul, mais rien n'est fini. Un consensus a été atteint sur certaines questions et nous constatons que d'autres ne sont plus débattues. » Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également déclaré que les premiers signes des pourparlers étaient positifs, mais que les bombardements russes de l'Ukraine se poursuivaient. Zelensky a partagé le pessimisme du Kremlin en disant « Ce ne sont que des mots, jusqu'à présent, il n'y a rien de concret ». Si le conseiller de Zelensky, Ihor Jokva, a déclaré qu'il y avait certainement eu des progrès, le Kremlin a déclaré qu'il ne voyait aucun signe de progrès dans les négociations. Son porte-parole Dmitry Peskov a déclaré que les pourparlers de paix avec l'Ukraine ont, je cite, « pas encore fait de progrès ou de développement vraiment prometteur », fin de citation, à Istanbul. Même son de cloche chez le président Biden, qui a une approche prudente des pourparlers. Il a dit « Je n'y lis rien tant que je n'ai pas vu quelles sont les actions ». Le président de l'Institut d'enquête Métropole Özal Sencar a répondu aux questions de Rushan Çakır sur les répercussions que la guerre a dans la cote de popularité d'Erdogan. Ça fait déjà quelque temps que je dis que le fait qu'Erdogan commence à reprendre de ses forces, qu'il réapparaisse sur la scène internationale, que son image dans le monde s'améliore un tant soit peu, eh bien, je pense que ça pourrait avoir un effet positif sur ses voix ici et sur ses soutiens. Mais de nombreuses personnes qui se positionnent dans l'opposition ont exprimé des réserves sur ma thèse, en disant que, en gros, la politique étrangère ne constitue pas un moyen de gagner des voix. Vous, en tant que sondeur, vous pencheriez plutôt en faveur de ma thèse, ou plutôt vous pensez que les autres ont raison, que la politique étrangère ne constitue pas un moyen de gagner des voix? J'ai écouté vos dernières émissions et je pense que vous avez raison. Je pourrais même dire que vous êtes arrivé à cette conclusion un peu tard. Pour moi, cette initiative dépasse le cadre de la politique étrangère. Et c'est plutôt une manière de reconstruire son leadership, d'affirmer sa capacité de chef, sa capacité de dirigeant. Parce que là, on est en présence de deux pays, donc l'un envahit l'autre, il y a une guerre. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Erdogan qui prend une initiative qui vise à instaurer un cessez-le-feu, à installer une paix. Et l'Europe, les États-Unis, et les belligérants aussi, Poutine, ils ont tous reconnu la Turquie comme interlocuteur crédible dans cette initiative. C'est donc une réussite personnelle, une affirmation du leadership d'Erdogan. Je pense qu'en réalité, la politique étrangère est en deuxième plan. Erdogan a surtout fait preuve de sa capacité de dirigeant fort. Il y a un électorat qui s'était détourné de l'AKP et qui fait environ 10 points. Ces gens-là se sont détournés de l'AKP, mais ne se sont pas détournés d'Erdogan. Leur attachement à Erdogan est toujours fort. Il s'est réconcilié avec ses rivaux au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite et après les Émirats Arabes Unis. Puis il s'est réuni avec ceux de l'Europe, il a parlé avec Biden. Et tout ça, plus que la politique étrangère, c'est surtout quelque chose qui montre qu'il dispose d'un fort leadership. Ça a donc joué en faveur d'Erdogan en remettant en place l'image d'un dirigeant fort et en ramenant à lui une partie des électeurs qui s'en éloignaient. Et nous, on l'a clairement constaté dans nos enquêtes. La cote personnelle d'Erdogan, sa cote d'approbation de la conduite du pays, et la cote d'approbation de la direction prise par le pays, en gros, la réponse à la question « Pensez-vous que la Turquie va s'améliorer ou se détériorer ?», on a constaté dans toutes ces questions une amélioration nette en faveur de l'AKP et en faveur d'Erdogan. L'AKP a gagné 3 points par rapport au mois dernier. Ils sont passés de 32 à 35%. Et pourtant, depuis le mois dernier, à part ce qui se passe à l'international, rien de positif pour l'AKP ou pour Erdogan ne s'est passé en Turquie. Au contraire, d'ailleurs, la plupart de l'actualité est négative. Bien sûr, l'économie s'est détériorée, l'inflation a augmenté, il y a la vie chère, et malgré ça, les voix de l'AKP augmentent. C'est vraiment incompréhensible. Oui, malgré tout ça, la cote personnelle d'Erdogan
et sa cote d'approbation a augmenté. Mais il y a plus que ça. Chaque mois, nous conduisons une enquête pour mesurer les face-à-face d'Erdogan aux autres candidats potentiels dans la perspective des prochaines élections présidentielles. Comparé au mois dernier, la cote d'Erdogan a augmenté entre 3 et 4 points face à tous ses concurrents potentiels. En conséquence, on peut dire que le rôle actif joué par la Turquie dans la résolution de cette guerre aura finalement affirmé le leadership d'Erdogan. Et une fois de plus, on peut dire qu'outre la politique étrangère, ce qui se passe joue un rôle surtout dans l'affirmation du leadership d'Erdogan. Et il y a autre chose, ça ne se voit pas trop du côté de l'opposition, mais l'un des éléments déterminants de cette guerre sont les drones turcs, les Bayraktar. Et ces drones ont sensiblement mis à mal les forces armées russes. Alors, je ne sais pas s'ils continuent, s'ils ont toujours la capacité de voler, si l'Ukraine contrôle toujours son espace aérien, ou si ces drones sont en nombre suffisant, mais en tout cas, on sait qu'ils ont été très efficaces. Et les médias pro-gouvernementaux, ceux qui soutiennent Erdogan, ne se privent pas de raconter avec force de détail le rôle de ces drones avec des titres comme « Les Turcs changent le déroulement de la guerre ». Et donc tout ça renforce l'attachement à Erdogan. Ce n'est pas uniquement un élément de politique extérieure. C'est tout pour cette semaine, merci de nous avoir suivis.